Valeria, thanks very much. That was a very powerful intervention, and thank you for not going over your time. I think the point you made about the failure of land reform in Guatemala and the colossal problem of converting land into markets, not only leading to more corruption, but also the denial of land and livelihood for the indigenous and now the repressive measures of the state. And I think your point about the recognition of the rights of Mother Earth and for all of us to defend Mother Earth is a very important and perhaps a more positive and optimistic message. So thank you very much. Now we move to the question, answer, and comments segment of the webinar today. I'm going to request Gyan to actually summarize for us. There have been a number of comments in the chat, comments and questions. Gyan can summarize those, and after that, we will open it up for all of you who are part of this discussion. So, Gyan, please go ahead. Merci Mouloud. Donc, comme les interventions ont été posées en français, les commentaires, je vais les lire en français là. Donc, en fait, je vais les lire par intervention. Donc, on commence avec l'intervention de Madame Marda Tilla. Donc, il y a Emmanuel Allard qui parle il demande qu'est-ce qui se passe en fait si les entreprises parviennent à corrompre certains chefs indigènes à vendre une partie de leurs terres à des entreprises ou permettre de l'exploitation de bois sur leurs terres. Donc, il dit on a déjà vu ça en Amérique centrale. Et il a une autre pensée là, il dit je pense également que les peuples indigènes sont les meilleurs gardiens des forêts. La corruption est plus dans les élites politiques occidentaux. Dans l'intervention de Narisso et Mami, donc il y a des questions pour les deux, la plupart pour Mami. Il y a une question pareil de Emmanuel Allard. Il demande pardon, une seconde là. Ouais, il demande sur quelle base le tribunal s'est basé pour condamner l'entreprise minière chinoise dont parlait Narisoa. Et aussi, il dit qu'il n'a pas compris les conséquences des héritages. Donc, s'il s'agit d'une fragmentation des propriétés agricoles ayant comme résultat des trop petites superficies par famille paysanne pour survivre. Là, on a aussi une question pour Juan José de Emmanuel. Il demande à Marina Leda en Andalousie, les terres agricoles appartiennent-elles à l'État? Donc, ils appartiennent à l'État ou pas? Et si oui, à l'État les indemniser des propriétés privées pour la préemption de ces terres par l'État. Donc, des terres sont-elles indemnisées? Pour Mami, donc, qui a parlé l'an dernier, El Kabir du Maroc nous parle du Maroc et il dit au Maroc, la spoliation des terres, exploitation des terres collectives continue par la manipulation des lois qui visent l'expropriation. Donc il dit 15 millions d'hectares sont actuellement ciblés par l'adoption de législation qui trouve son origine dans les lois coloniales françaises. Et historiquement, le territoire national marocain est considéré comme une terre qui appartient aux collectivités locales ou fédérales. Donc la terre n'est ni achetée ni vendue, elle est la propriété des communautés. Et une dernière question là pour Mami, donc elle vient de Jean-Christophe Dipart, qui nous demande que est-il arrivé aux paysans sans terre qui ont défriché un bout de forêt pour démarrer une activité agricole? Sont-ils autorisés à rester sur place ou ont-ils été relocalisés, pardon? En général, ce type de front pionnier est-il important à Madagascar et quelle est la réponse politique apportée s'il y a une? Donc là, c'est juste une récapitulation des questions qui ont été posées. Après, je ne sais pas si on veut les prendre par si les panélistes veulent prendre les questions ou si on ouvre pour des questions aux participants. Si vous avez une question, levez juste votre main ou ouais, ou mettez dans le chat si vous voulez parler. Okay, thanks very much for that. So I hope that all the panelists have
read or seen the comments and questions and also heard the summary from Gyan. I think what we will do is we will open up the floor for more questions and comments. And then I would request each of the panelists to respond to the general questions or the ones that are directed at you. So for those of you who are going to speak now, I would request you, if you have a question for a particular panelist, please give the name. But if you have a general question, and if you have a comment, you can make that as well. But I would, we have very little time left, so I would really request you to be very, very brief in your remarks. And perhaps you can raise your hand if you want to speak. So anyone has questions or comments? Yes, we have El Kabir. Go ahead. Bueno, yo mismo, si puede ser, perdón. Gracias, Manuel, por la pregunta. En Andalucía tenemos tierra. Juan Jose, sorry, we are going to take some more questions before you can answer. So okay. if you can just wait, please. Thank you. El Kabir, go ahead. Oui, vous m'entendez? Yes, go ahead. Allô? Yes. Oui, allez-y, monsieur El Kabir, on t'entend. Allô, oui, je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Je veux poser une question. Allez-y, allez-y. On vous écoute. Moi, j'entends. Allô? Oui, on vous entend. Moi, je crois qu'il y a un problème de son. Essayez de parler parce qu'on vous entend, monsieur. Ah, merci bien, merci bien. Je suis El Kabir Milodi, je suis marocain et je m'intéresse beaucoup à la question de la terre. J'ai participé à plusieurs conférences. Ma question que le cas marocain est très important dans cette discussion. Actuellement, il y a manipulation de loi par le gouvernement et par l'État pour s'accaparer pour les besoins de la spoliation des terres et pour l'expropriation des terres. Le cas marocain est un modèle dans l'exploitation des terres de manière communautaire. Tout le territoire marocain, historiquement, était géré de manière communautaire. Mais avec ce qui s'est passé, l'organisation et tout ça, maintenant, on est en train d'assister à un dernier moment de spolier les terres et d'exproprier ces terres communautaires. Actuellement, il reste 15 millions d'hectares qui sont en train d'être privatisés, etc. Donc, j'espère bien que les organisateurs donnent un peu d'importance au cas marocain et j'espère bien que la prochaine webinaire, vous me donnez une intervention pour vous expliquer plus le cas marocain. Merci. Merci. Okay, thanks very much, El Kabir. We will not be able to do that today, but perhaps in the next panel, we can give you time. There is another question from Gregor. Could the establishment of
the commons be a possible solution to fight for the access of land? It's a very general question. Is there anyone else who has comments or questions before we go back to the panelists? Okay, while we are waiting, perhaps I will go to Juan Jose. Go ahead. You wanted to respond to one of the questions and you had a comment. Sí, correcto. Gracias, Milun. Gracias también a Manuel por la pregunta. Y en Andalucía hay tierra privada y tierra pública. Como comentaba, el 50% de la tierra cultivable es privada y está en manos de solamente un 2% de terratenientes. Y el Estado o la Junta de Andalucía solamente expropia tierras cuando va a pasar una carretera o hay alguna estructura que va a pasar por allí. Y la pagan muy mal. Pero nosotros no queremos que nos paguen tierra. Nosotros solamente queremos el uso de la tierra, porque hay ahí una trampa. Cuando te dan la tierra por un dinero simbólico o gratis, luego empiezan los impuestos anuales, trimestrales, y empiezan a asfixiarte con impuestos y tienes que acabar vendiendo a los grandes tenedores de tierra. Ahí está la trampa. Nosotros creemos que la tierra debe ser cultivada por cualquiera que la necesite, pero no en propiedad. La propiedad, si es colectiva, es mejor aún. Gracias por la pregunta. Juan Jose, for your answer. We have a question from Emmanuel. Go ahead, Emmanuel. Are you there? Okay, he has closed a question in the chat. Perhaps I can ask Gyan to translate. Ouais, donc normalement, il a levé sa main, Emmanuel Allard, mais je ne sais pas s'il nous entend. Oui, je vous entends. Donc, ah, ok, parfait. Allez-y. Je la monsieur. pose. Ouais, allez-y. D'accord. Donc, en fait, je posais une question dont je connais une partie de la réponse, mais pas entièrement. C'est-à-dire, contre l'accaparement des terres, un débat à la Commission européenne avait lieu ici en Europe sur les limites des terres agricoles par des entreprises. Et des commissaires européens avaient dit, bon, ben, il y a quelques pays qui l'ont fait, bien que ce soit irrégulier par rapport aux règles de libre investissement en Europe. Et donc, ça veut dire que, par exemple, un pays imposerait ou interdirait à une entreprise d'avoir plus de X milliers d'hectares ou 10 000 hectares ou 5 000 ou 2 000 hectares de terres agricoles, ce qui est déjà énorme. La réponse des panélistes et des commissaires européens était de dire, de toute façon, ça ne sert à rien parce qu'une entreprise va se diviser en plusieurs entreprises pour essayer d'avoir beaucoup de terres par des filiales. Bon, c'était un argument évidemment un peu facile, mais est-ce que vous connaissez des exemples de limitation des terres agricoles? Je pense par exemple à Cuba. Je pense qu'à Cuba, on avait aussi limité à 1000 hectares, 800 hectares et puis 80. Est-ce que ça pourrait être une solution contre l'accaparement des terres pour l'agrobusiness? Voilà, merci. Thank you very much, Emmanuel. Is there anyone else who has a question or a comment? Otherwise, I will continue with the panelists. So while we are waiting, I'd like to go back to Juan Jose. No, Juan Jose has spoken. I'd like to go back to Martha. Martha, do you have any reactions to some of the questions or comments or any point that you want to elaborate? Please go ahead. Yeah, thanks. So I remember there was the first question about what if the community also sell their lands to the companies. Well, it happened also in the place where we work. Basically it's because that they didn't know what happened, and in rural areas cash is not you don't have many cash in hand. So actually the company also
lured them with like bringing coffer full of cash and things like this. So it is actually not because they want to sell it. It's because they don't know what will happen in the future. So yeah, and in these areas where landless peasants they already sold their lands to the company. It is only about time when and it is coming that they will be evicted soon. When the land was actually sold the first time in around early 90s. So during those times, they thought like, well, we sell the land to the companies, but you see, we are still managing it until now because the company hasn't used it, and they thought it will happen forever. But it happened now. It's coming soon that the company will use the land. Then they will be evicted. The land will be turned into a dam, small dam for ecotourism park, which Donald Trump was one of the investor when he was in the presidency. Yeah, so that's one of my reaction. Thanks. Okay, thanks very much. Is there anyone amongst the group that wants to ask a question or comment? Okay, I'll go to Narisoa and Mami. Do you have any reactions to the questions that are being raised about the role of communities, the role of corporations, your ongoing struggle that some points you were not able to make? You have a few minutes. Please go ahead. Marisoa, Mami, are you there? Okay. If not, let me go to Laeria. Would you like to respond to some of Oui, je suis là. Ah, Narisoa, you're there. Okay, go ahead, Oui. Narisoa. Oui, la question était que sur quelle base le tribunal a indemnisé les paysans. En fait, l'indemnisation n'a pas été faite collectivement, mais le tribunal a conseillé les paysans à faire une demande individuelle afin qu'on puisse indemniser individuellement les paysans. Et les paysans, après l'état des lieux fait par notre ONG, les paysans ont pu évaluer le TK à partir de leur rendement, normalement annuellement, qui a été perturbé par cette exploitation, et c'est à partir de ce rendement annuel qu'ils ont pu évaluer leur demande d'indemnisation, et l'autorisation du tribunal a donné gain de cause à cette demande, mais certains paysans n'ont pas pu faire cette évaluation de leur TK, donc n'ont pas eu d'indemnisation et l'intervention de FIAN s'est arrêtée à partir de cette indemnisation parce que les paysans n'ont plus recouru à notre assistance, donc nous avons dû arrêter l'assistance. Merci. May I go on with my answers to the question, Milou? Please go ahead, Mami. You can add. Okay. Merci beaucoup pour les questions. Je vais commencer par les conséquences des héritages. Effectivement, la conséquence généralisée est que les superficies possédées et exploitées par chaque famille est devenue trop petite. À Madagascar, actuellement, la moyenne nationale est de 0,85 hectares par famille. Et sur les hautes terres, comme ces hautes terres sont beaucoup plus peuplées,
avec une densité de population plus importante que dans les autres régions. La moyenne est de 0,45 hectares. Ça signifie qu'il y en a qui ont que 0,10 hectares ou un peu plus. C'est tout ce que je dirais concernant cette réponse, cette question. Je vais continuer en parlant des paysans qui ont défriché les forêts. Ce phénomène n'est que M. Diepard appelle front pionnier, n'a pas été très, comment dire, popularisé, mais il a existé au moins à 2 endroits, dans des forêts protégées, à mon avis, au moins dans l'une, sinon les 2. Et donc, ça a duré pendant des semaines et des mois. Dans la presse, on ne parlait que de ça, personne ne réagissait. Et au bout de plusieurs mois, les responsables gouvernementaux ont fini par agir en interdisant, mais en trouvant des moyens de réinstaller les familles en question. Je ne suis pas sûre, mais je continuerai par écrit après de m'être renseignée pour savoir si certains d'entre eux ont été sanctionnés par la justice, parce que théoriquement, c'est interdit. Mais en tout cas, l'objectif d'atteindre et sensibiliser l'opinion publique et les autorités a été atteint. D'autant plus, oui, et donc concernant toujours l'installation des jeunes dont je parlais tout à l'heure, en fait, il y a des ONG qui avaient déjà œuvré dans le sens de l'installation des jeunes dans les zones non habitées, non exploitées, non cultivées à Madagascar, mais il s'agissait de quelques dizaines par vague, alors qu'il y a des millions de jeunes qui n'ont pas de terre. Actuellement, ce que l'on pourrait classer dans les décisions politiques, c'est qu'il y a un début, mais vraiment un début d'attribution de terre aux jeunes, mais ces conditions pour nous ne sont pas satisfaisantes parce que, premièrement, le nombre de bénéficiaires est encore faible par rapport aux besoins et les bénéficiaires doivent avoir reçu une formation agricole. Je ne sais pas personnellement quels sont les critères de cette formation agricole reçue. Deuxièmement, et celui-là me semble plus contestable, c'est que les jeunes qui reçoivent des lots de terre doivent être des entrepreneurs. Donc, je ne sais pas ce que deviennent les paysans de l'agriculture familiale actuellement dans ce début de répartition réalisé par l'État. Et le troisième point que je signalerai, mais on pourra encore ici continuer la discussion plus tard par écrit, il y a un système qui fait l'objet de grandes promotions et de grandes propagandes de la part du gouvernement, qui est le titre vert. Mais chaque bénéficiaire de titre vert n'obtient qu'1 hectare de terre. Alors, 1 hectare au début, ça pourrait aller, mais quand ils vont créer des familles, on va retomber dans on risque de retomber dans le même problème que précédemment. Merci beaucoup. Thanks very much, Mami. That was very helpful. So we still have some closing remarks and responses from Lairia. Lairia, please go ahead. 2 minutes. Lairia, are you there? She's not there. Okay, I think Lairia has... Sí, estoy. Yeah, okay, yes, we need you, so please. Okay. Bueno, go ahead. Pues yo, para concluir, decir que en Guatemala el afianzamiento del sistema neoliberal no solo está acaparando, sino está destruyendo la madre tierra. Se siguen despojando o desalojando de sus tierras de manera permanente a comunidades y a familias, a pueblos enteros. Los pueblos tenemos que luchar, por un lado, por la propiedad colectiva de la tierra, que sería un modo más que pueda de alguna manera generar más seguridad,
pero también establecer los límites del acceso a la tierra. Es por eso que en Guatemala tenemos el problema de que, como ya lo dijeron los otros compañeros, los otros ponentes, que unos tienen todo, casi todo, y la mayoría no tienen nada. Entonces, para eso es importante trabajar en el establecer los límites. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? No lo podemos hacer con ese sistema que tenemos porque no lo permite, porque lo único que están haciendo no es respondiendo a la demanda o a la problemática, sino es reprimiendo a los pueblos. Para eso, para avanzar en la solución de esta problemática, esta conflictividad agraria, tenemos que pensar en cambios estructurales. Entonces yo lo dejo ahí. Muchas gracias. Thanks very much, Valeria. So we are coming to the conclusion of the discussion today. I think we've heard about the constant struggle that everyone is facing to retain rights to the commons, and also the very negative impact of continued land grabbing by corporations, and also the market-based responses from the state. But also we've heard about small efforts at reclaiming land, also efforts at reaching out to international courts, and to the and seeking international solidarity. And I think today's exercise is a form of that, because we can also exchange the strategies that we are all working with, and in some areas which have succeeded. And I think the call at the end of the area is very important, that we look for collective action, and of course to respect and to very much urgently defend the rights of Mother Earth, on which we all depend so much. So I just wanted to thank all the panelists for your very spirited remarks. This is an ongoing process, so you can all log into the website, and the discussion that has started in the chat will continue online. And the final panel for this part of the forum is on the 29th of July. It's called The Way Forward, where we will have more speakers speaking about how we can take the global struggle forward, and how we can promote the voices of all the local activists and human rights defenders and farmer struggles that we have been hearing about today. So I want to thank all the panelists again for your contributions, and we hope to see your names in the continued conversation on the website, and also to see you all again at the next webinar on the 29th of July. So thank you very much for giving me the opportunity to chair. Thank you. Christian, I don't know if you want to close or... Non, merci à tous. Merci à tous. Et vous aurez la possibilité, encore une fois, de revoir les interventions, même la vidéo de tout ce débat sur YouTube, et vous pouvez le trouver en allant sur notre site. Donc encore une fois, inscrivez-vous, allez voir ce qu'il y a, et n'hésitez pas à faire vos commentaires et vos contributions. Certains participants ont fait des contributions intéressantes. Ce serait utile qu'ils les recopient ou qu'ils les développent sur notre site. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Et merci aux conférenciers. Merci beaucoup aux conférenciers qui nous ont rejoints, pour certains à 9 h du soir, pour d'autres à 6 h du matin. Donc, c'était très apprécié. Ce n'est pas facile de faire la solidarité mondiale entre des pays aussi distants géographiquement. Merci beaucoup. Merci et au revoir à tous. Un grand merci à tout le monde. Au revoir.